Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Technologia. Je suis Olivier Kuhn, directeur de mission au sein de Technologia Expertise, qui est la branche expertise comptable de Technologia. Nous assistons donc les comités d'entreprise et les comités socio-économiques dans le cadre de missions légales, notamment les situations économiques et financières, politique sociale, conditions de travail et emploi et orientation stratégique. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite loi avenir professionnel du 5 septembre 2018, instaure désormais une obligation de résultat et non plus de moyens, assortie d'un nouveau dispositif contraignant pour les entreprises. Alors qu'était déjà posé le principe d'égalité de rémunération, la loi avenir professionnel, au travers de l'index de l'égalité femmes-hommes, ajoute que l'employeur prend en compte désormais un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Je vous propose donc de vous expliquer le fonctionnement de cet index. Pour commencer, quelques rappels, quelques données sociodémographiques relatives à l'égalité ou l'inégalité femmes-hommes au sein de l'emploi. Le taux d'emploi des 15-64 ans est donc différent, hein, 61,9% pour les femmes et 8,9% pour les hommes. Il s'agit donc du nombre de salariés par rapport à l'ensemble de la population active de cette tranche d'âge. Ce taux est globalement égal à celui qu'on observe au niveau de l'Union européenne, et à noter que le taux d'activité des femmes augmente d'année en année. S'agissant des actifs à temps partiel, la proportion donc, de femmes à temps partiel est beaucoup plus importante en France en 2018 que celle des hommes, hein, 29,3% contre 8,4%. Et fait important, parmi donc, ce sous-emploi, hein, donc, plus de 8,6% des femmes sont en temps partiel forcé, contre 3,5% des hommes. Plus important donc concernant les écarts de revenus. Alors l'écart de revenus salarial de manière absolue est quand même très important, de 24%. S'il est ramené en équivalent temps plein, en sachant donc un nombre de femmes important et en temps partiel, il est de 18,5%, et à poste et compétences égales, il est de 9%. Ce sont des données 2015 traitées cette année par l'INSEE dans le cadre des ADS. Et dernier point un peu général, donc la répartition par catégorie professionnelle entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'on observe essentiellement? Une proportion beaucoup plus importante d'ouvriers hommes que femmes, ce qui pourrait être normal. En revanche, effectivement, la grande majorité des femmes sont dans la catégorie socio-professionnelle employée, 42,7%. Et enfin, elles sont moins représentées que les hommes, 17% contre 20,8%, dans les professions cadres et professions intellectuelles supérieures. On parlera là de ce qu'on appelle le plafond de verre, qu'on va retrouver un peu dans l'ensemble des entreprises. Par exemple, au sein du CAC 40, les femmes représentent à peu près 40% des conseils d'administration. Quelques principes globaux, hein, on l'a vu, l'égalité professionnelle est déjà inscrite dans plusieurs lois générales, donc il y a des principes qui ne sont pas nouveaux avec l'index. Hein. Évidemment, il y a des interdictions de discrimination en matière d'embauche, des absences de différenciation en matière de rémunération théorique et de déroulement de carrière, d'où la nécessité de l'index aujourd'hui pour obliger les employeurs à aller plus loin dans cette égalité de rémunération. Il y a des obligations vis-à-vis des représentants du personnel, qui se traduit notamment par l'obligation pour l'employeur de mettre à disposition des informations relatives à l'égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, et aussi l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de négocier de manière récurrente, hein, annuelle ou jusqu'à 4 ans, un accord sur l'égalité professionnelle. Et enfin, l'employeur a l'obligation d'informer les salariés et les candidats à l'embauche et de mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise.
Ces principes sont inscrits essentiellement dans 2 articles de loi, hein, très généraux. Donc l'article 1142.5 du Code du travail précise qu'il incombe à tous les employeurs de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle et de prendre les mesures permettant de les atteindre. Alors on verra, l'index égalité pro va s'appliquer de manière obligatoire à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Hein. On verra à quel moment cette obligation devra être mise en œuvre. En revanche, cette obligation de prendre en compte les objectifs et de prendre des mesures permettant de les atteindre s'applique à l'ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de salariés. Et l'article 1124.4 du Code du travail prévoit que des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes, visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Donc il y a une dérogation, alors que le principe, c'est vraiment l'égalité, notamment en termes de rémunération. Il peut y avoir des mesures temporaires, notamment dans le cadre d'un accord égalité pro et de son plan d'action, pouvant bénéficier aux femmes. Alors, l'index égalité femmes-hommes, de quoi s'agit-il? Il a été instauré par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, hein, qu'on baptise plus simplement la loi Avenir ou la loi Avenir professionnel, qui a été adoptée le 5 septembre 2018 et qui a été précisée par un décret du 8 janvier 2019. Le principe, c'est effectivement arriver à une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à travail identique ou à travail de valeur égale. Les entreprises concernées sont donc l'ensemble des entreprises de droit privé et les personnels du secteur public employés dans les conditions du droit public. Donc cette disposition, cet index ne concerne pas l'ensemble de la fonction publique. Il est aussi à préciser, comme je l'ai déjà dit, on le verra plus tard, qu'il s'applique à partir du seuil de 50 salariés et avec des dispositions complémentaires pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, sur la mise en place de cet index, il s'échelonne sur à peu près 1 an en fonction de la taille de l'entreprise. Il a déjà une obligation de première publication depuis le 1er mars 2019 pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Au 1er septembre 2019, les entreprises comprenant entre 250 et 1000 salariés auront également l'obligation de la mettre en place. Enfin, au 1er mars 2020, ce seront toutes les entreprises comprenant entre 50 et 250 salariés qui devront le mettre en place. Donc, à partir du 1er mars 2020, l'ensemble des entreprises de plus de 50 salariés auront l'obligation de publier leur index de l'égalité femmes-hommes. Alors, concernant la périodicité, c'est un index qui devra être publié annuellement et au plus tard au 1er mars de l'année en cours au titre de l'année précédente. Concernant la période de référence, donc il doit être publié au plus tard au 1er mars, mais l'employeur peut choisir sa période de référence, hein, qui pourrait être par défaut du 1er janvier au 31 décembre, mais pas nécessairement. C'est à lui de choisir ces 12 mois consécutifs qu'il peut éventuellement aligner sur les échéances de ses comptes sociaux. Les effectifs à prendre en compte sont les CDD et les CDI présents depuis plus de 6 mois au cours de la période de référence. Donc ça ne concerne pas seulement les CDI, mais bien aussi les contrats de durée déterminée, à condition qu'ils soient présents depuis plus de 6 mois dans la période. Les salariés, en revanche, non comptabilisés sont les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à disposition de l'entreprise par une société extérieure, les salariés expatriés, les salariés absents, plus de la moitié de la période de référence. Les rémunérations concernées. Effectivement, l'index égalité femmes-hommes traite essentiellement de la rémunération. On verra qu'il va traiter d'autres choses aussi, mais effectivement, les points les plus importants concernent la rémunération. Donc déjà, les rémunérations sont reconstituées en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle pour effectivement limiter ou annuler plutôt même l'effet du temps partiel. Les éléments non pris en compte sont les suivants: les indemnités de licenciement, les indemnités de départ en retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires et complémentaires, les versements effectués au titre de l'intéressement et ou de la participation.
Bon, on pourrait objecter sur ce principe que les heures supplémentaires et complémentaires peuvent être aussi un élément différenciant de salaire hein, entre les femmes et les hommes. Nous, on observe effectivement que dans certaines entreprises et certains métiers, on privilégie plus facilement l'accès à des heures supplémentaires ou complémentaires aux hommes comme femmes, mais en tout cas, le législateur a souhaité uniquement se baser sur un salaire de base. Voilà. Donc, l'index est constitué de 5 indicateurs pour lesquels sont en parallèle un certain nombre de points plus ou moins importants. Donc, l'indicateur le plus important en termes de points est donc l'écart entre de rémunération entre les femmes et les hommes, et donc le nombre de points maximum que le calcul permet d'atteindre est de 40. 40, donc plus de un tiers de la note finale. En second, il y a donc l'écart du taux d'augmentation individuelle, qui là donc le nombre de points total n'est pas le même hein, pour les moins de 250 salariés et les plus de 50 salariés. On verra évidemment le détail hein, du calcul tout à l'heure. Il s'agit donc du calcul du taux d'augmentation de salaire sur la période de référence. Concernant uniquement les entreprises de plus de 250 salariés, il y a aussi un calcul d'un écart d'un taux de promotion entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire c'est le calcul en fait du taux de changement sur la période donnée, de changement de coefficient en fonction de l'accord de branche ou de l'accord collectif. Enfin, avec des points moins importants, le pourcentage de salariés féminins, bien entendu, ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivante, suivant leur retour d'un congé maternité, donc un indicateur spécifique au retour du congé maternité, et enfin un indicateur relatif aux hautes rémunérations, donc il s'agit du nombre de salariés du sexe sous-représentés, femmes ou hommes, parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. Le tout donc constitue pour les moins de 250 et pour les plus de 250 un total, si l'égalité est parfaite pour chacun, de 100 points. On verra tout à l'heure que le seuil acceptable par le législateur qui ne nécessite pas de mettre en place des mesures spécifiques est de 75. Donc, concernant l'indicateur 1 sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, c'est certainement donc l'index le plus important hein, en termes de poids de la note et aussi peut-être le plus compliqué en termes de méthode de mise en œuvre. La première étape est donc de regrouper les salariés en groupes. Les groupes sont constitués de 2 niveaux. Le premier niveau est une constitution de groupe par tranche d'âge. Donc, on va constituer sur l'ensemble des salariés, donc CDI et CDD, présents depuis plus de 6 mois sur la période de référence, 4 tranches d'âge, moins de 30 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans, et enfin 50 ans et plus. Au sein de ces groupes de tranches d'âge, on va ensuite définir des catégories de postes équivalents. Alors là, il y a une certaine liberté qui est laissée à l'employeur. Il pourra notamment utiliser donc les niveaux ou coefficients de la branche, tel que définit sa branche professionnelle, ou il pourra décider d'une autre méthode de cotation, ou enfin simplement décider de regrouper au sein de ces tranches d'âge les salariés par catégorie socio-professionnelle. Il est à noter, là c'est important ce point, que cette méthode de cotation des postes ne peut être adoptée qu'après avis du comité social et économique. Et enfin, un critère permettant de déterminer aussi ces groupes, seuls les groupes comprenant au moins 3 hommes et 3 femmes sont pris en compte. C'est un point important parce qu'on verra tout à l'heure qu'il peut arriver effectivement, quelle que soit d'ailleurs hein, la méthode hein, de constitution des catégories de postes équivalents, qu'on ait des groupes petits, hein, peut-être des cadres supérieurs en fonction des métiers ou des ouvriers, des employés. On peut effectivement ne pas intégrer l'ensemble des salariés si leur groupe, même si on adopte cette méthode de cotation, comprend moins de 3 hommes et moins de 3 femmes. Par contre, en revanche, il faut au moins, dans le calcul de l'index, on ait 40% des effectifs au minimum qui soient représentés au sein des différents groupes.
Donc, une fois qu'on a constitué ces groupes, on va calculer une rémunération moyenne des hommes, hein, à partir des éléments qu'on a vus avant, hein, sur le salaire de base, hein, hors éléments complémentaires ou exceptionnels. Donc, rémunération moyenne des hommes, à laquelle on va soustraire la rémunération moyenne des femmes, et on va faire un rapport par rapport à la rémunération moyenne des hommes, qu'on va multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Donc, si on reprend grosso modo ce mode de calcul, on a vu qu'avant en France, l'écart à peu près à travail égal, à un niveau de qualification égal à près de 9%, on devrait en moyenne obtenir un chiffre de 9%. Après, une fois qu'on a ce calcul, toujours par groupe, hein, on va le pondérer parce que le législateur a appelé un seuil de pertinence. Donc, lorsque le groupe est constitué en catégorie socio-professionnelle, on va appliquer un seuil de 5% et de 2% dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique. Donc, si l'écart de rémunération est positif, par exemple 9%, ça veut dire qu'en moyenne, dans ce groupe, les hommes sont payés, leur salaire de base est de 9% supérieur à celui des femmes. On va déduire de ces 9% un seuil de pertinence de 2%. Donc, par exemple, s'il s'agit de groupes constitués par niveau coefficient hiérarchique, donc ça, on en reviendrait donc à 7%, ce chiffre ne pouvant toutefois pas devenir négatif, c'est-à-dire passer en dessous de 0. Si en revanche, donc l'écart de rémunération est négatif, hein, ce qui peut arriver dans certaines entreprises ou certains groupes dans certaines entreprises où effectivement la rémunération moyenne des femmes est supérieure à celle des hommes, on va aussi appliquer ce seuil de pertinence, mais dans l'autre sens. Donc on va remonter, parce qu'on va peut-être arriver par exemple à moins 4, on va appliquer ce seuil de plus 2% pour le ramener à 0, sans pouvoir là aussi le dépasser. Une fois donc qu'on a effectué qu'on a calculé ce taux par groupe, on va calculer un taux global. Pour ce faire, on va donc calculer déjà la part en nombre de salariés de chaque groupe au sein de l'effectif total des groupes, hein, donc un ratio. Par exemple, si on a 3 groupes de salariés en CSP équivalent, un tiers cadre, un tiers employé et un tiers agent de maîtrise, donc chaque groupe, on va lui appliquer, on va multiplier par ce coefficient pour obtenir donc sa note pour l'ensemble de l'effectif, et on va additionner donc ces nouveaux taux obtenus de ces 3 effectifs pour obtenir un taux global et un écart global de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise. Et donc ce résultat final correspond à la valeur absolue de l'écart global arrondi à la première décimale. Alors, la notion de valeur absolue, elle est assez importante, puisqu'effectivement, comme on l'a dit, il peut arriver que dans certaines entreprises, finalement, la rémunération moyenne des femmes globale soit plus importante que celle des hommes. Donc, on arriverait à un taux négatif, moins 4%, comme on l'a dit par exemple. Donc, ce taux, on va le ramener à 4%, puisque ce qu'on traite, effectivement, c'est bien de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, avec effectivement, a priori, une recherche de réduction de cette différence, partant d'un constat que la rémunération des femmes est moins importante que celle des hommes, mais effectivement, cette problématique peut aussi s'envisager dans l'autre sens, hein. Il y a des entreprises où des femmes, ou des groupes en tout cas, où des femmes sont mieux rémunérées que les hommes, et là aussi, il s'agira de prendre ce phénomène en compte dans le calcul de la note de l'index. Alors là, c'est les barèmes appliqués, hein, donc une fois qu'on a déterminé notre pourcentage, hein, le nombre de points qu'on va obtenir. Évidemment, si l'écart de rémunération est égal à 0, on obtient la note maximum, hein, 40%, et si l'écart de rémunération est supérieur à 20%, on ne va pas obtenir de points, on va donc obtenir 0. J'ai dit avant que donc, cet indicateur est le plus important, hein, en termes de points, hein, 40 points, et aussi que l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre des mesures correctives en dessous de 75 points, donc 25 points. Donc si on regarde là par exemple, si dans une entreprise on a donc pour cet indicateur un taux supérieur à 15%, donc on va obtenir au maximum que 14 points, forcément l'employeur aura l'obligation de prendre des mesures correctives.
Voilà, c'est déjà un taux important, mais qu'on peut quand même retrouver. Voilà. Voilà pour l'indicateur 1. Je vous propose donc de passer à l'indicateur 2 et je vous rassure, ça sera un petit peu plus simple pour ces indicateurs-là. Là, quand même, donc une particularité, on l'a vu avant, hein, les indicateurs donc 2 et 3 relatifs au taux d'augmentation et au taux de promotion sont un petit peu différents pour les entreprises de moins de 250 salariés et de plus de 250 salariés. Donc là, on va traiter uniquement dans un premier temps les entreprises de moins de 250 salariés. Donc là, l'augmentation individuelle, elle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné, qu'elle concerne ou non une promotion. On verra, la différence est importante parce que ce n'est pas le cas pour les plus de 150 salariés où on fait la distinction entre augmentation du salaire et promotion. Donc là, c'est toute, quelle que soit l'augmentation individuelle du salaire de base, qu'elle concerne ou non une promotion. Et sont pris en compte uniquement les groupes comprenant au moins 5 femmes ou 5 hommes. Donc là, ce qu'on va faire, déjà effectivement, ce qui est important dans ce cas, c'est de dire qu'on ne va pas constituer de groupes, même si on prévoit qu'on ne peut pas être en dessous de 5 ou de 10, on ne va pas constituer de groupes, hein, moins de 150, on va prendre l'ensemble des salariés, et on va donc calculer l'écart absolu de la proportion en pourcentage de femmes et d'hommes ayant été augmentés au cours de la période de référence, donc y compris par le biais de promotion. Et donc on va calculer donc un pourcentage d'hommes augmentés, hein, donc on va faire simplement un rapport entre le nombre d'hommes augmentés et le nombre d'hommes total sur le nombre que l'on va soustraire le nombre de femmes augmentées sur le nombre de femmes total dans l'effectif en question. On va donc calculer cet écart et on va faire un deuxième calcul, alors là, qui est un petit peu, à mon sens, un petit peu biscornu, mais c'est comme ça. On va calculer l'écart non plus en pourcentage, mais en nombre. Et pour ce faire, en fait, on va reprendre ce taux d'augmentation qu'on va multiplier par le nombre de femmes totales d'entreprise ou le nombre d'hommes pris en compte dans l'ensemble de l'entreprise, en choisissant le plus petit de ces deux nombres pour minorer le nombre de salariés pouvant constituer donc cet écart absolu en nombre de femmes et d'hommes ayant été augmentés au cours de la période de référence. Donc, une fois qu'on a fait ce calcul, on a donc là aussi notre barème, hein, avec un maximum de 35 points. Donc, c'est aussi quand même un indicateur important. Hein. Je rappelle le premier 40 points, la 35 points. Donc, la notion d'augmentation est quand même un poids fort dans le calcul de cet index. Donc, si ce taux d'augmentation est inférieur ou égal, donc d'écart hein, entre le taux d'augmentation des hommes ou le taux d'augmentation des femmes est inférieur ou égal à 2%, on obtient donc 35 points, ou s'il correspond, selon la deuxième méthode de calcul, à 2 salariés. Là aussi, l'employeur pourra choisir en fait la méthode de calcul la plus avantageuse pour lui. Hein. Si c'est plutôt le nombre de salariés qui lui fait avoir un nombre de points important, il choisira les salariés. Si c'est plutôt le taux d'augmentation ou l'écart du taux d'augmentation, il choisira plutôt le pourcentage. Voilà. Et donc, effectivement, si on a un taux supérieur de 10% d'écart hein, entre le taux d'augmentation des hommes et des femmes ou de plus de 10 salariés, on obtient donc 0 point. C'est donc le maximum. Donc là aussi, effectivement, si l'écart est important, hein, 15 points ou 0 points, on va être en deçà du 75 points avec l'obligation de mettre en œuvre des mesures correctives. Concernant maintenant les entreprises de plus de 250 salariés, le mode de calcul est légèrement différent sur 2 points. Déjà, comme je l'expliquais avant, il y a l'indicateur 3 qui est spécifique aux entreprises de plus de 250 salariés. Et donc, on va faire une première distinction entre les augmentations individuelles et les promotions. Donc, dans ce premier calcul sur l'écart du taux d'augmentation individuelle, on ne va prendre en compte que les augmentations individuelles du salaire de base hors promotion. Voilà, toutes les augmentations qui seraient liées à une promotion ne sont pas prises en compte. Et là, contrairement aux moins de 250 salariés, on va répartir les salariés par catégorie professionnelle. Voilà. Alors aussi une spécificité de ces index, on voit
c'est que dans l'indicateur 1, on a le choix, ou l'employeur a le choix de constituer ces groupes par niveau, par cotation. Là, il n'y a pas le choix, c'est par défaut, par catégorie socio-professionnelle. Et donc, dans ces groupes, pour qu'ils puissent rentrer donc, dans le mode de calcul, seuls sont pris en compte les groupes comprenant au moins 10 femmes et au moins 10 hommes pour les entreprises de plus de 250 salariés. Voilà, on ne peut pas donc, s'il y a donc une catégorie socio-professionnelle, par exemple cadre, où il y a moins de 10 femmes et moins de 10 hommes, on ne peut pas la prendre en compte dans le calcul de cet indicateur. Donc là, on va appliquer la même formule que pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est-à-dire on va calculer donc on va faire la différence entre le pourcentage d'hommes augmentés moins le pourcentage de femmes augmentées. Là, par contre, on va pas avoir cette deuxième possibilité de calculer un nombre de salariés ou un écart entre le nombre de salariés hommes et femmes augmentés. Et de la même manière que pour l'effectif, que pour l'indicateur 1, puisqu'on a donc effectivement différents groupes, on va calculer donc un ratio proportionnel des effectifs représentatifs par groupe pour les additionner pour avoir un taux global d'augmentation entre il y a donc un écart global de taux d'augmentation entre les femmes et les hommes. Voilà. Et là aussi, le résultat final correspondra à la valeur absolue de l'écart global arrondi à la première décimale. Donc effectivement, ce calcul peut être aussi intéressant dans le cas où il y aurait un taux de femmes ayant bénéficié d'augmentation plus important que d'hommes. Donc là, les points fonctionnent un peu de la même manière que pour les moins de 250 salariés, sauf que le nombre de points maximum possible est moins important, puisqu'effectivement, il y a donc l'indicateur 3 qui est spécifique au plus de 150 salariés, et il faut bien dans les deux cas qu'on arrive à un résultat total maximum de 100. Voilà, donc 20 points maximum et 0 points s'il y a un écart supérieur à 10% de taux d'écart entre les augmentations des hommes et des femmes. Donc l'indicateur 3, donc spécifique aux entreprises de plus de 250 salariés. Donc ce sont exactement les mêmes méthodes de calcul à celles de l'indicateur 2, sauf qu'on va donc prendre en compte non plus les salariés ayant bénéficié d'une augmentation, mais uniquement les salariés ayant bénéficié d'une promotion, c'est-à-dire ayant bénéficié dans l'année de référence d'un passage à un niveau ou un coefficient hiérarchique supérieur. Et de la même manière, les salariés sont répartis par catégorie professionnelle, et de la même manière aussi, les groupes comprenant au moins 10 femmes, les groupes doivent comprendre au moins 10 femmes et au moins 10 hommes. Le calcul est exactement le même. Hein, on soustrait le taux de femmes promues au taux d'hommes promus. Et le calcul du résultat final avec le système de ratio par groupe de salariés est exactement le même pour obtenir un taux d'écart global. Donc là, le nombre de points un petit peu moins important, hein, donc maximum de 15 points et donc de 0 points si ce taux de promotion ou cet écart de taux de promotion est supérieur à 10%. L'indicateur 4, lui, est donc très spécifique, hein, puisqu'il concerne uniquement les congés maternité et le retour de congé maternité. En fait, il s'agit d'un calcul d'un ratio, hein, d'un rapport entre donc, le nombre de femmes revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation durant cette période de référence, hein, sur l'ensemble des femmes revenues de congé maternité durant cette période. Voilà. Et là, aussi, autre spécificité, seules deux notes sont possibles. 15 points si toutes les femmes revenues de congé maternité ont été augmentées, c'est donc un taux de 100%, ou 0 points si inférieur à 100%. Donc là, le législateur a considéré que c'était un peu la loi du tout ou rien, soit effectivement on a des points si toutes les femmes ont augmenté, ou 0 points si c'est inférieur à 100%. Cet indicateur est incalculable si effectivement si dans cette période il n'y a eu aucun retour du congé de maternité, hein, sur ce qui peut arriver, surtout dans les entreprises de petite taille,
ou si, de manière générale, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, il n'y a eu aucune augmentation intervenue au cours de cette période de référence. Donc, dans ces deux cas, ce taux n'est pas calculé. Enfin, le dernier indicateur, pardon, donc l'indicateur numéro 5, il s'agit donc du calcul du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. Donc, on va prendre effectivement donc, dans les effectifs les 10 plus hautes rémunérations et on va calculer simplement la représentation donc, en termes de nombre de femmes et nombre d'hommes parmi ces salariés. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, prenons par exemple donc les femmes, s'il y a 4 ou 5 donc salariés femmes dans ces hautes rémunérations, donc 5 ou 6 hommes en face, on obtient 10 points, qui est le maximum possible pour cet indicateur. S'il n'y a que 2 ou 3 femmes, ou à l'inverse, hein, que 2 ou 3 hommes, donc quand même une parité non respectée dans les hautes rémunérations, on n'obtient que 5 points. Et effectivement, s'il n'y a que 0 ou 1 salarié, ce sera 0 points. Alors, comment interpréter le niveau de résultat? Donc, effectivement, vous avez compris, hein, on va calculer ces points donc, pour chacun de ces indicateurs, et donc on va les additionner, on va avoir un maximum possible de 100. Donc, la note est qualifiée d'acceptable par le législateur si elle est supérieure à 75 sur 100, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, dans ce cas, on considère que l'employeur n'a pas d'obligation spécifique, même si ces éléments qui vont être posés dans la base de données économiques et sociales peuvent être sujets du coup de débat et de réflexion avec les instances représentatives du personnel. Si la note est inférieure à 75 sur 100, en revanche, l'entreprise a une obligation d'améliorer cette note dans un délai de 3 ans. Voilà, ce premier point est important. On reviendra dessus, un peu cette obligation, les modalités de cette obligation tout à l'heure en fin. Et donc, une autre problématique, effectivement, on l'a vu, il peut y avoir des indicateurs qui ne peuvent pas être calculés. On a parlé notamment, par exemple, du retour en congé maternité, hein, notamment dans les petites entreprises. Peut-être que cet indicateur ne peut pas être calculé. Donc, si c'est un indicateur ou l'autre ne peut pas être calculé parce que, encore une fois, le nombre de salariés nécessaire minimum n'est pas atteignable, on va ramener l'ensemble des points à 100 en appliquant la règle des proportionnalités. Voilà, par exemple, si on obtient sur un total de 80, parce qu'on n'a pas pu calculer un indicateur, on obtient 40. Si on le passe sur 100, on obtiendra donc un équivalent de 50 sur 100. Mais si le nombre de maximum de points pouvant être obtenus au total est inférieur à 75, hein, ça veut dire qu'au moins un ou deux critères n'ont pas pu être appliqués, en tout cas au moins dans les mineurs, aucune note globale ne peut être déterminée pour la période de référence annuelle considérée. Donc il n'y aura pas de note donnée, même si cela ne dispense pas encore une fois de déposer le calcul de l'index dans la BDES et de le communiquer en direct, mais il n'y aura aucune obligation derrière relative à des mesures correctives. Donc, on l'a vu, donc la note plancher est donc de 75. Qu'est-ce qui se passe si on est en dessous et qu'effectivement on a bien le nombre d'indicateurs suffisants pour que la note soit pertinente. Donc en dessous de 75, il y a donc des mesures de correction et le cas échéant, l'employeur a l'obligation de programmer des mesures financières de rattrapage salarial, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial. On voit, hein, le législateur l'a dit, hein, si effectivement, a priori, il ne doit pas y avoir de discrimination entre la rémunération des hommes et des femmes, l'employeur, ou au travers d'un accord hein, d'égalité professionnelle, peut mettre en place des mesures temporaires visant à rattraper les écarts de salaire. Donc, lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que cette note est depuis 3 ans inférieure à 75, il transmet au directeur régional des entreprises, donc de la directe, un rapport sur cette situation. Lorsque la directe envisage de prononcer la pénalité, il en informe l'employeur dans un délai de 2 mois maximum, et la directe peut éventuellement décider d'accorder un délai supplémentaire d'1 an à l'employeur pour qu'il puisse mettre en place les mesures adaptées.
Si, donc, au-delà de tous ces délais, l'employeur n'a pas mis en place des mesures correctives et que son index est toujours en deçà des 75, d'une note de 75, il se verra appliquer une pénalité d'un montant maximum de 1% de la masse salariale brute. Alors, pour conclure, quel rôle pour les instances représentatives du personnel dans tout ce dispositif? On l'a vu déjà, hein, un premier point important, puisque c'est vraiment le sujet le plus sensible, c'est les cas de rémunération. La méthode de cotation des postes est adoptée uniquement après avis du comité social et économique. Donc cette méthode, et on a vu que l'employeur a la liberté du choix de la méthode, hein, la constitution de ces groupes, hein, par niveau de qualification, par coefficient, ou même simplement par catégorie socio-professionnelle. Il doit proposer, il doit informer le comité social-économique en vue de sa consultation sur ce point. Ensuite, au-delà des éléments déjà prévus dans la BDES relatifs à l'égalité professionnelle, les résultats détaillés du calcul de l'index sont intégrés à la BDES par l'employeur avec les commentaires nécessaires à leur compréhension. Et c'est important, on a vu, parce qu'effectivement, le mode de calcul nécessite quand même quelques explications pour s'assurer effectivement de leur régularité par rapport à la loi, et y compris les raisons pour lesquelles certains indicateurs n'ont pas été calculés. Alors, on a vu qu'il peut y avoir des effets de seuil qui font que certains indicateurs n'ont pas été calculés, mais là aussi, l'employeur dans la BDES devra justifier le non-calcul de ces indicateurs. La négociation sur l'égalité professionnelle, évidemment, c'est l'étape suivante, hein. On est là effectivement à un constat, un diagnostic qui effectivement, si dans certains cas, va obliger l'employeur à mettre en place des mesures correctives, mais ça va aussi servir de support à la négociation sur l'égalité professionnelle. Au-delà des autres champs, hein, de la négociation sur l'égalité pro, qui est beaucoup plus large, hein, que l'index, puisqu'il concerne de manière globale les parcours professionnels, la formation, les promotions, l'articulation des temps de travail, etc. Et pas uniquement les problématiques de rémunération. Mais effectivement, l'accord égalité pro pourra effectivement intégrer dans son diagnostic l'index et prévoir un plan d'action visant à réduire les écarts constatés dans cet index. Voilà, et puis dernier point, mais quand même qui a aussi son importance, pour une entreprise qui passe le seuil des 50 salariés, elle aura 3 ans pour calculer son index de l'égalité femmes et hommes. Voilà, donc pour conclure cette présentation, je vous propose de toute façon d'aller aux sources, hein, d'informations sur cet index. Donc, vous trouverez notamment des informations sur le site du ministère du Travail, sur la partie égalité professionnelle. Bien entendu, sur le site du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, aussi dans la partie dédiée à l'égalité professionnelle. Et enfin, dans le Code du travail, et en particulier via le site Légifrance, vous le trouverez en recherchant simplement l'article D1142.2, qui en fait voilà, détaille à partir de cet article-là ces mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable journée. Au revoir.